Il est 9h45, la séance est ouverte. Eh bien, bonjour à tous, je suis Tahani Belkir, je suis chargée de médiation culturelle au FIL. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée de rencontre régionale. Quand on a rencontré l'équipe de l'Espace Pandora, on a tout de suite trouvé ça cohérent de pouvoir vous accueillir ici, parce que sur la quasi-totalité de nos projets d'action culturelle, on travaille sur l'écriture de textes à langue française, les mots sous différentes formes. Donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui et puis ravis de participer à cette journée. Voilà, merci. Bonne journée à tous. Eh bien, on retrouvera tout à l'heure Tahani Belkir pour le projet Baratin. Rebonjour à toutes et à tous. On a compté, c'est la 20e journée de rencontre régionale depuis 1999, avec en 2020 pas de journée de rencontre régionale. C'est la seule année manquée, mais nous étions en 2019, nous avions fini en beauté l'avant-pandémie à Sainte-Colombe-sur-Gand, à la Fabrique des Colombes et aux éditions La Rumeur Libre, et nous nous retrouvons aujourd'hui au Fil de Saint-Étienne, grâce à Isabelle Pachot de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous a mis en contact. Et nous sommes très heureux également d'être accueillis ici. C'est important pour cette journée d'aller un peu visiter des lieux que nous ne connaissons pas forcément, des lieux qui nous accueillent toujours avec un certain enthousiasme. Alors, avant de lancer officiellement la journée par les 10 mots de cette année et de laisser la parole à Perrine Balbo, chargée de mission Action culturelle et langue française à la mission Maîtrise de la langue et action territoriale à la délégation générale à la langue française et, je le précise, aux langues de France. J'avais envie de vous lire, il va y avoir un peu de poésie tout au long de la journée, ne vous inquiétez pas. Dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal habillés sont préférés au but lointain. La vérité attend l'horreur à côté d'une bougie, le verre de fenêtre est négligé, qu'importe à l'attentif. Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému. Il n'y a pas d'ombre maligne sur la barque chavirée. Bonjour à peine est inconnu dans mon pays. On n'emprunte que ce qui peut se rendre augmenté. Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles sur les arbres de mon pays. Les branches sont libres de n'avoir pas de fruits. On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur. Dans mon pays, on remercie. Alors merci à toutes et à tous d'être ici. Les 10 mots. Tintamarre, divulgaché, décalé, ébobie, pince-moi, époustouflant, saperlipopette, médusé, caille et farcé. Donc vous pouvez vous amuser, on a un peu de temps pour le faire, jusqu'en fin février je crois, pour la DGLF-LF au niveau national, et pour les retardataires d'Auvergne-Rhône-Alpes, ça sera jusqu'au mois d'avril. Oui, une petite chose, l'Espace Pandora a mis à votre disposition les documents habituels, c'est-à-dire le petit dépliant régional des 10 mots, ainsi que le dernier numéro, le numéro 5, si je ne me trompe pas, de Puissance 10, le MAG. Merci à vous toutes et à vous tous d'être ici, et j'ajoute un mot à notre liste des 10 mots, le mot impromptu. Sur un pic enneigé, réchauffé par le fœhn, une silhouette à l'allure vaporeuse flamme. Enivrée par la fragrance que lui insuffle le lieu, elle soupire, errant sans but dans ce désert blanc. Arrivé près d'un gouffre éclairé par une lueur divine, le départ d'un pont de cordes. La silhouette s'y engage, enveloppée d'une agréable brume. Arrivé à la fin du pont,
elle foule de nouveau le sol enneigé, laissant des empreintes profondes dans la neige encore fraîche. Marchant depuis des heures à la recherche d'un but, elle est surprise par la soudaine clarté du lieu où elle se trouve. Les rayons du soleil tombent sur elle, lui donnant un air transparent. Elle découvre de nouveau un apic. S'approchant du bord, regardant en bas, elle vacille. Une paroi raide avec, en dessous, une épaisse forêt. Elle inspire une boulée d'air pur. Mue par une énergie éolienne, elle recule de quelques mètres. Son envie d'envol est indescriptible. Elle s'élance. 2 mètres, 1 mètre. Elle décolle. Ses pieds quittent le sol et son corps se retrouve soudain enveloppé d'air. Se sentant pousser des ailes et pour profiter pleinement de cet instant magique, elle écarte les bras. L'air lui fouette le visage et colle ses vêtements à sa peau. Elle sourit. Le sol se rapproche à une vitesse vertigineuse. Elle n'a pas peur. Elle passe la cime des arbres et est griffée par les branches des épineux et est projetée au loin, faisant s'envoler les oiseaux. Elle s'écrase dans une clairière toujours baignée par cette lueur divine. La clairière est soudain remplie d'un silence de mort. Elle ne bouge plus. Allongée, la silhouette se découpe. C'est une jeune fille. Elle ouvre soudain les yeux, souriant de plaisir au souvenir de cette chute inoubliable. Au-dessus d'elle, une étendue noire et monotone. La lumière douce de la lune filtre à travers les rideaux. Célestin Raymond. Kevin. Bébé, tu me donnes des ailes. Et je danse dans le tourbillon vaporeux de ton amour. Tu me fais tourner la tête comme une éolienne. Toi qui ne fais que buller, attendant mon retour. Je sens mes pieds décoller quand tu m'embrasses sans détour. Tu es la rustine sur ma chambre à air, dont je ne me lasse. Je m'enivre de ta fragrance, quand dans ton cou je me prélasse. Toi qui habites le pays des faunes et des loups, regarde à quelle allure tu m'aimes. Je t'aime comme un fou. J'écris ce poème pour t'insuffler ma peine et la grâce d'être nous. Emmanuel Durand. Bagheera. Bronzage couleur chambre à air, aux rustines cloquées par les brûlures répétées du soleil, tandis que le faune insuffle la vie dans sa chevelure tressée en pâte de mygale. Comme une éolienne, ses 2 pales tournoient dans un mouvement puissant et elle décolle de sa chaise longue. Elle enfile un paréo vaporeux au motif d'ailes de perroquet turquoise. Sa démarche féline lui donne l'allure d'une panthère noire, assoiffée, qui s'élance sur le haut tabouret du bar de la Paillote. La fragrance musquée et sensuelle qu'elle laisse sur son passage éveille l'attention des baigneurs. Bagheera, accoudée nonchalamment au comptoir, le regard perdu dans les bulles de son jean fizz, croise lascivement ses longues jambes et bulle, heureuse de voir approcher ses proies. Lorsqu'elle aura attiré suffisamment de clients au bar, elle retournera à sa chaise longue sans un regard pour ses admirateurs. Ce n'est pas dans le contrat. Chantal Guidot. L'aile. Dans la médecine chinoise, la philosophie est de maintenir les patients en bonne santé.
Si vous tombez malade, cela signifie que votre médecin a mal fait son travail. Le tout premier ingrédient de la médecine chinoise est l'aile, sous toutes ses formes. C'est la base, l'essence. C'est là que tout part, votre voyage personnel, spirituel et votre ravalement de façade. Le point central à partir duquel toutes les crèmes, pommades et décoctions sont faites. Il y a une saison pour récolter les plumes. Nous avons besoin d'ailes fraîches, de régions et de saisons. Pour élaborer leurs fioles, les médecins sont en étroite collaboration avec les vétérinaires, les chasseurs et voyagistes. Il existe des colloques autour de l'aile où les observateurs privilégiés que sont les chasseurs informent les médecins sur la saisonnalité des ailes. Lors de ces colloques, les vétérinaires informent aussi sur les méthodologies d'arrachage des ailes pour permettre une meilleure repousse à venir. Dans le cadre de votre santé, les médecins mettent en vente les fameuses décoctions d'ailes garantissant la pérennité de votre santé. Et les voyagistes, en accord avec les médecins, vous proposeront, à vous, patients en bonne santé, les meilleures compagnies et destinations de saison, pour les pays pratiquant à prix coûtant, bien sûr, les dentiers, béquilles et la fameuse liposuction. Tous vous informeront, en s'étant tournés vers l'écologie, comment réutiliser la graisse qui vous a été enlevée. Personnellement, j'ai rôti avec un bon canard et un grand plat de frites, afin de reformer la graisse qui m'a été enlevée grâce à la liposuction. C'est d'abord une démarche écologique, et c'est un cercle vertueux. Je recycle. Je vous le recommande chaudement. Merci au colloque consacré à cet élément rare mais essentiel qu'est l'aile. Morgane. Hippolyte Sève et Nicolas Amatuli qui nous accompagneront tout au long de cette journée. La parole est à Perrine Balvo. Merci beaucoup Thierry. Je suis ravie aujourd'hui de représenter le ministère de la Culture et plus particulièrement la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Nous sommes ici pour présenter certaines politiques publiques qui sont menées en faveur de la maîtrise du français que nous coordonnons. Pandora est un partenaire de longue date, donc on n'a pas hésité un seul instant à venir vous rejoindre aujourd'hui. Il faut savoir qu'en France, ce sont des chiffres que vous devez connaître, mais le taux d'illettrisme national est de 7%. Il monte à 11% dans des territoires comme les Hauts-de-France. Donc nous participons en fait à des politiques publiques qui sont en faveur de l'accès et du droit au français, selon l'article 2 de la Constitution. Et l'ambition de démocratisation culturelle est forte chez nous aussi. Nous pensons que tout le monde devrait avoir accès à la culture, peu importe le territoire et peu importe sa condition sociale. Alors nous menons un appel à projet depuis 2015, juste après les attentats de Charlie Hebdo. Nous avons eu pour consigne de la part du Premier ministre de développer des politiques publiques pour la maîtrise du français. Donc depuis, c'est un appel à projet qui est biannuel. Il y a eu 4 éditions nationales depuis 2015, 4 millions d'euros de subventions de l'État et une édition régionale dans les Hauts-de-France en 2020 en période test pour voir un peu ce que ça pouvait donner à l'échelle locale. En tout, il y a eu près de 12 millions d'euros, tout budget confondu, sur tout le territoire, puisqu'on a compris que quand l'État donnait 1 euro, les partenaires publics ou privés abondaient. Donc c'est un rapport d'1 euro sur 3, ce qui est quand même formidable et ce qui montre aussi finalement la dynamique en fait. Parfois il suffit de pas grand-chose pour développer vraiment une énergie sur le terrain qui est extraordinaire. Donc c'est plus de 800 lauréats en France, sur la France métropolitaine, mais on n'oublie pas les régions ultramarines qui sont elles aussi extrêmement concernées. Alors après l'édition 2019, il y a eu le confinement, enfin les différents confinements.
On s'est rendu compte qu'il y avait des cibles plus à risque et on a décidé de se concentrer sur la jeunesse. On a décidé, on propose et ensuite les associations sur le terrain disposent, puisque les bénéficiaires de cet appel à projet, ce sont les personnes allophones, les personnes en situation d'illettrisme, les jeunes de 16 à 25 ans sans qualification ni emploi, mais cette année, nous avons ouvert aux mineurs relevant de l'aide sociale à l'enfance et à la protection de l'adolescence en partenariat avec le ministère de la Santé, puisque la période sanitaire a fait de gros dégâts sur les plus fragiles, les enfants, et on a voulu aussi se concentrer sur de la prévention de lutte contre l'illettrisme, donc ça va dès la toute petite enfance, sensibiliser à l'objet livre, et essayer de faire rentrer la culture dans des foyers où c'était pas forcément évident dès le début. Donc, pour en venir aux chiffres, on a voulu se concentrer sur ce public jeune et les associations sur le terrain se sont visiblement emparées du sujet, puisque précédemment c'était plus les allophones qui étaient concernés par les projets sur le terrain. Donc on a pu constater cette année vraiment un engouement. On a conçu des outils avec cet appel à projet qui sont un peu notre meilleure publicité sur le terrain. Je remercie Pandora pour l'édition de Détours et Déclics. Détours et Déclics, c'est un ouvrage qui recense une trentaine de projets. Il a été réédité en 2021, mais il avait été édité précédemment avec des porteurs précédents. Ce sont 30 exemples de projets développés sur le terrain, en France et en région ultramarine. Je vous invite à le consulter, il est à l'entrée. Et cet outil a été développé avec un autre outil qui est un film documentaire. Alors il ne s'agit pas d'un film gouvernemental, c'est un vrai réalisateur qui s'est déplacé, qui est allé à la rencontre de bénéficiaires et de structures, d'associations sur le terrain. Je ne sais pas s'il est possible de passer un extrait de ce film. Donc ces outils ont été conçus de façon coordonnée pour valoriser les porteurs de projets. Les orages, ça finit par passer. Après, il y a le soleil. Je me rappelle en CP, j'étais malheureux. Je parlais pas correctement le français. J'avais pas d'amis. Tous les autres camarades me traitaient d'handicapé. J'en ai eu marre de savoir rien du tout, quoi. J'avais honte de ne pas savoir lire ni écrire. Tout seul, c'est tout ça. Quand on ne sait pas lire et écrire, on est paumé. On ne sait rien. On est perdu. J'aimerais bien m'échapper de la détention, en fait. Mais pas avec un titre qui a un rapport avec la détention. Penser à un moment que la réinsertion puisse passer par l'écriture, c'était pas facile à croire, en fait. Mais en fait, si. Ils s'arrêtaient plus. Tu avais des carnets, tu remplissais des carnets. J'avais rempli 2 carnets, même en mangeant, j'écrivais. Qu'est-ce qu'elle vient nous proposer de faire des audioguides, nous, des apprenants, pour une majorité qui n'ont jamais mis les pieds dans un musée. Même moi, je ne peux pas. Elle a dit, essayez quand même, essayez. Voilà, tu essayes quand même et tu fais le courage. Après, c'est facile. En fait, elle nous prenait pour des gens qui se battaient, quoi. Ça m'a aidé à gérer la frustration, la contrariété. Ça m'a permis de me libérer, de voir comment les autres s'est libérés. Victor Hugo a dit lire, c'est comme manger et boire. Je sens, je fais quelque chose pour moi. Ça donne de l'espoir en réalité, ça donne de l'espoir, c'est ça. C'est le mot, c'est l'espoir en fait. Si je suis arrivé ici, c'est pour que je devienne un autre homme, un nouveau homme. Et ça a marché. Moi, souvent, quand je commence quelque chose, je finis jamais. Et là, j'ai été jusqu'au bout. Donc, comme vous pouvez le constater, les bénéficiaires sont multiples. Ça va, en début de l'extrait, on pouvait voir l'association Mots et Merveilles qui intervient dans le nord de la France.
qui a été lauréate de plusieurs appels à projets qu'on a mis en place. Il y a aussi les personnes sous main de justice, donc les adultes en détention, comme vous avez pu le constater, des personnes en situation d'illettrisme qui avaient quitté l'école un peu tôt et qui ne maîtrisaient pas l'écrit. On a aussi les jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse, avec qui on travaille beaucoup, et le jeune Karl, que vous avez pu voir, qui est devenu un nouveau homme, comme il le dit très bien. Des nouvelles parce que ça fait un moment que ce film a été tourné. Il a repris une formation, il est dans le plein emploi, et voilà, c'est effectivement un tremplin qui l'a beaucoup aidé. On a tous beaucoup aimé le personnage. Donc c'est un appel à projet qui sur le terrain, parce qu'il est pris en main, parce qu'il y a des alliances qui sont faites, notamment entre des structures associatives, des artistes, des centres, des ASL, des ateliers sociolinguistiques. C'est finalement l'association entre plusieurs courants, 3 courants, qui font que sur le terrain, ça peut fonctionner. Il faut, parce que quand on donne des cours de français, on n'est pas un artiste, on n'est pas... voilà, chaque métier a ses spécificités, mais travailler avec ces 3 forces, avec les personnes qui connaissent les bénéficiaires, les personnes qui connaissent la culture et les personnes qui savent apprendre le français, ça donne voilà, sur le terrain des projets extraordinaires. Alors, ce film a été réalisé pour les valoriser, notamment les associations sur le terrain, mais aussi les bénéficiaires, pour encourager la réalisation de nouveaux projets et faire connaître un peu cette démarche action culturelle et sensibiliser justement à la mise en œuvre de coopération entre acteurs issus de milieux socioprofessionnels et de cultures différentes pour l'élaboration de projets avec ou sans ministère de la Culture, puisque voilà, chacun sur le terrain prend les financements qu'il peut, qu'il veut. Après ces appels à projets, on s'est rendu compte qu'on pouvait sensibiliser à la mise en œuvre de projets sur le terrain. Et pour ce faire, on a créé un module de formation qui est hébergé sur la plateforme FEI+, qui est à destination des professionnels du champ socioculturel. Ce module, après avoir fait ce module badgeant d'une durée de 3 heures, on est censé pouvoir appréhender les enjeux de l'action culturelle pour la maîtrise du français. On se familiarise aussi avec les typologies de projets et on est capable d'identifier les paramètres qui sont nécessaires à l'élaboration d'un projet. Donc la cible, ce sont les structures du domaine associatif, socioculturel et linguistique, les organismes qui relèvent de l'État ou des collectivités territoriales, dès lors évidemment qui sont associés à des structures de proximité, et des associations ou organismes qui mettent en place des actions de lutte contre l'illettrisme et d'apprentissage du français langue étrangère aussi, puisque les allophones font partie également de la cible. Et on travaille avec des associations d'insertion du champ socio-professionnel et socio-éducatif, de la formation et de la justice, puisqu'on travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation nationale hors temps scolaire, le ministère de la Santé, s'agissant des jeunes enfants. Donc vous trouverez également mise à dispo la synthèse du rapport d'évaluation pour l'année 2019. Il faut savoir que cette année, je vais rien vous apprendre, mais a été extrêmement compliquée pour tout le monde, et plus particulièrement pour le domaine associatif. Et on s'est rendu compte, si vous jetez un œil à ce rapport d'évaluation, que pour cette année, un projet sur 3 a pu être vraiment mené à terme. Une partie est encore en cours et la dernière partie a été abandonnée pour des raisons qu'on connaît. Ce sont des cibles. Les personnes en difficulté avec la langue française sont des personnes qu'on ne peut pas non plus garder très longtemps dans le cadre d'un projet. C'est pour ça que les projets durent maximum 1 an. Et on s'est rendu compte que les bénéfices pour cet appel à projet avaient plutôt été de l'ordre de la confiance, plus que sur la maîtrise du français elle-même. Mais la confiance, c'est déjà beaucoup, puisque ne pas maîtriser une langue, c'est ne pas pouvoir se mêler à la vie de la cité, c'est être exclu d'une certaine manière de la vie culturelle aussi, puisqu'on n'ose pas pousser les portes.
même une bibliothèque. Finalement, certaines personnes n'ont pas l'objet livre depuis tout petit chez eux et ne poussent pas la porte parce qu'ils sont impressionnés par un théâtre, une bibliothèque ou par un opéra. Donc on essaye même si les rapports d'évaluation ne font pas état de miracle, c'est pas en un an qu'on arrive, si on ne parle pas la langue, c'est pas en un an qu'on arrive à la maîtriser, mais on est persuadé, comme le dit l'ouvrage coordonné par Michel Knobuller, que le détour par l'action culturelle peut provoquer un déclic dans la maîtrise du français. Merci à tous. Il y a peut-être des questions ? Peut-être des réactions, des questions. Je peux faire passer le micro. Bonjour, moi je voulais juste avoir un peu plus de précision sur la formation en ligne dont vous avez parlé. Elle est où exactement? Et en fait, est-ce que vous pouvez juste en reparler un tout petit peu plus? Oui, bien sûr. Donc la formation qu'on a mis en ligne, donc c'est sur la plateforme FEI+, France Éducation Internationale. Je vais vous donner le lien, effectivement, j'aurais dû le mettre à l'écran, excusez-moi. Je vais vous préparer ça. Elle est gratuite, évidemment. Il suffit de se créer un profil. C'est d'une durée de 3 heures. Il y a des exemples concrets de projets mis en place, de publics cibles, et ça permet, notamment avec cet appel à projet qui est biannuel, donc ça permet à des structures d'appréhender un peu mieux et d'avoir toutes ces chances pour être retenues. Il faut savoir qu'une majorité des projets qui nous sont présentés sont retenus. J'ai eu l'occasion de discuter avec un monsieur des arpenteurs qui a été plusieurs fois retenu, qui fait des projets extraordinaires. Il faut savoir que cet appel à projet, il est déconcentré. Donc quand vous posez une candidature, si c'est un projet, je dirais, local, c'est auprès de la Direction régionale des affaires culturelles qui vous concerne que vous déposez le dossier, mais la démarche en ligne concerne toutes les régions, y compris ultramarines. Donc c'est quelque chose qui vous permet au bout de 3 heures de comprendre un peu quels sont les enjeux et de maximiser vos chances d'être retenu dans ce cadre-là. D'autres réactions, questions? Non? Merci beaucoup, Perrine. Donc le prochain appel à projet, c'est 2023. 23. Alors, avant de poursuivre, comme il n'y a pas d'autres questions, avec le comité de pilotage régional, on avait beaucoup envie, on en a parlé à plusieurs reprises, de traiter de la question des droits culturels. On s'est aperçu que c'était une question qui méritait de longues réflexions et on va poursuivre. Alors plutôt que de consacrer entièrement la journée à cette question, je pense que c'est quelque chose sur lequel on va revenir. C'est un thème qu'on va continuer d'explorer, puisqu'il y a de nombreuses réflexions qui sont nées à l'intérieur du comité de pilotage lui-même, mais pas seulement. Et alors pour commencer à traiter de ce sujet, nous avons demandé à Johanna Enescu, qui est elle-même chargée de mission à l'action territoriale et éducation artistique et culturelle à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. Johanna qui fait partie du comité de pilotage. Donc je te laisse la parole. Tout va bien? Alors merci beaucoup pour cette invitation. Comme le disait Thierry, donc je travaille à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. Pour ceux qui ne connaissent pas cette agence, donc il s'agit d'une structure régionale pour le livre, comme il en existe dans toutes les régions en France. Nous sommes financés par la DRAC et la région Auvergne-Rhône-Alpes, et nous avons des adhérents professionnels de la région, car nous sommes une association. Et parmi nos missions, nous avons comme objectif d'accompagner et de promouvoir les acteurs de la chaîne du livre en région, donc les auteurs, les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires, les manifestations littéraires, mais également, depuis fin 2018, nous avons également une mission que je porte,
celle pour accompagner les projets d'éducation artistique et culturelle et les projets dans les territoires. Donc c'est une mission qui est financée par la DRAC en lien avec la politique actuelle de conventionnement dans les territoires ruraux autour de l'éducation artistique et culturelle notamment. Alors, j'ai une demi-heure à peu près pour vous parler de Pratique en chantier, qui est un dispositif, un parcours d'analyse de pratique que nous sommes en train de lancer en ce moment même avec 4 autres partenaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, pourquoi ce dispositif ? Donc, je fais partie d'une formation-action, je suis une formation-action autour de la thématique des droits culturels pour la mise en place de groupes locaux autour de ce sujet-là. Alors, on va essayer de passer la page. Voilà. Donc, je ne suis pas une experte, du coup, dans les droits culturels. Je suis une formation, moi-même, je me forme. Et le projet que nous mettons en place donc, est à la fois pour créer une dynamique régionale autour de ces sujets-là, mais aussi pour que nous-mêmes soyons plus outillés pour en parler. Donc, je ne vais pas faire un cours magistral ce matin. Je vais tout simplement vous donner quelques repères que moi j'ai retenus et qui, je pense, que vous devez connaître également. Revenir sur le parcours que nous proposons, dans l'objectif également de vous demander, si vous le souhaitez, d'en parler autour de vous. Et vous présenter un peu la méthode de Paideia, qui est la méthode qui nous est enseignée dans le cadre de cette formation-action. Alors, les droits culturels, c'est quoi ? Il y a une petite vidéo, peut-être que je vais la lancer si cela fonctionne. Hop. C'est une vidéo qui a été faite par les centres culturels belges qui travaillent sur ce sujet depuis longtemps et qui font partie eux-mêmes aussi de cette formation-action. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est la première phrase de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, nous avons toutes et tous des droits, comme le droit à l'alimentation, au logement, à la santé, mais aussi à la liberté de penser et de s'exprimer, et bien d'autres encore. Parmi tous ces droits, il y a aussi ceux que l'on appelle les droits culturels. Droits culturels, mais ça veut dire quoi ? La culture, vous le savez, ce sont les arts, mais aussi les connaissances et les sciences, les langues, l'information et l'éducation, les opinions, qu'elles soient religieuses ou non, les coutumes et les modes de vie au quotidien. Exercer ces droits culturels permet à chaque personne de voir et imaginer le monde et de mieux agir sur lui. De connaître, comprendre et respecter l'autre et de se savoir respecter. De participer pleinement à la vie en société, mais aussi de pouvoir inventer des alternatives pour la rendre plus démocratique, plus juste. Chacun et chacune a le droit en toute liberté de choisir et de partager ses appartenances, ses affinités et ses pratiques culturelles dans le respect des autres. De connaître et comprendre des traditions, des œuvres, des patrimoines, des savoirs, de porter un regard critique sur ceux-ci. De se former et de transmettre des connaissances, de les faire évoluer, de créer et d'être créatif, d'accéder et de participer à la vie culturelle dans toutes ses formes, et d'être associé aux décisions. En Belgique, ce sont, entre autres, les centres culturels subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui travaillent pour contribuer à un meilleur exercice des droits culturels de toutes et tous. Ils développent une multitude d'activités près de chez vous, avec des artistes. Je vais arrêter là parce que là, ils font la promo de leur propre projet. Revenons à ma promo. Alors, pourquoi cette notion est-elle maintenant de plus d'actualité qu'avant? Donc, j'ai l'impression déjà que depuis le confinement, il y a un revirement de l'intérêt pour ce sujet, mais si je dois revenir un peu plus en amont, une date clé à retenir, en tout cas pour la France, c'est le 2015, le moment où cette notion est inscrite dans la loi, donc je pense que tout le monde est au courant. Elle est inscrite dans la loi pour indiquer que les collectivités et l'État doivent être garants à ce que l'action culturelle publique soit respectueuse des droits culturels des personnes, des citoyens. Donc c'est inscrit dans la loi. 2015, ça a été un moment, il me semble, où certains acteurs culturels même ont peut-être découvert cette notion.
et cela a engendré beaucoup de débats très passionnés. Aujourd'hui même, il est question d'intégrer cette notion dans la loi qui porte sur les bibliothèques. Donc c'est vraiment un sujet qui a eu des impacts en termes de politique culturelle. Mais comment approcher cette notion qui peut paraître complexe et difficile? Alors, rapidement, j'aimerais peut-être poser quelques jalons concernant l'histoire des politiques culturelles pour indiquer que ce n'est pas une notion nouvelle, mais que c'est une notion qui vient un peu d'une certaine manière de penser les politiques culturelles. Alors, il y a eu déjà la démocratisation de l'accès à la culture, dont parlait aussi Perrine, donc qui est liée aux politiques de Malraux. Donc le fait que tout le monde devait pouvoir avoir accès aux œuvres artistiques et à la culture en général. Ensuite, il y a eu aussi le concept de démocratisation culturelle, plus axé sur la création et les pratiques, donc qui dit que toutes les cultures doivent être considérées dans les pratiques et dans la création également. Donc c'est plutôt en lien avec langue, le ministère langue. Et aujourd'hui, donc c'est un autre concept qui se rajoute, donc c'est plutôt une sédimentation. Pour moi, c'est une superposition. Ce ne sont pas des notions contraires, mais qui s'enrichissent réciproquement. Les droits culturels des individus, qui indiquent que chaque citoyen est un être de culture, qui a sa liberté de choix, une liberté de choix de poursuivre son parcours culturel à lui-même. Donc il y a l'accès à l'œuvre, la pratique et l'individu maintenant qui est au centre. Donc les droits culturels sont des droits fondamentaux qui sont rattachés à l'individu, comme les droits au logement, à l'alimentation, les droits sociaux, etc. D'ailleurs, la culture entre aussi en jeu pour tout ce qui est logement et alimentation, puisqu'on a une forme de culture à penser ces choses-là aussi, qui nous différencie. Et donc, le mot-clé pour moi qui serait au cœur de cette histoire de droits culturels, c'est la dignité. C'est l'égale dignité de toutes les personnes, en lien avec la Déclaration des droits de l'homme, comme être de culture, de toutes les cultures, sachant qu'il faut considérer chaque culture et chaque référence culturelle comme étant égale en dignité. Le fait d'aller emprunter des livres à la bibliothèque sur, j'en sais rien, les recherches en sciences humaines, ou d'aller demander un livre de la collection Harlequin, il faudrait qu'on porte le même regard sur ces pratiques de culture. Alors donc, ce sont les personnes qui décident ce que fait culture pour elles, et c'est pas nous, en tant que porteurs de projets culturels, qui décidons à leur place. Et même si on essaye de le faire, ça se voit dans les pratiques, même si on leur propose de prendre un livre qui, selon nous, serait exceptionnel, ben, peut-être que la personne ne va pas le lire, même si elle le prend chez elle. Voilà. Donc, au-delà de ces textes de loi français, ben, il y a bien sûr la déclaration de Fribourg. C'est la déclaration de 2007 qui a été rédigée par la société civile. Hein, c'est un collectif de philosophes, de sociologues, qui ont compilé tous les textes qui existaient autour de ce sujet-là et qui ont sorti ces 8 droits. Donc je ne vais pas forcément faire la lecture, donc vous les voyez à l'écran, donc l'identité culturelle, la diversité, le droit d'accéder au patrimoine culturel, le droit de se référer à une communauté, de participer à la vie culturelle, de s'éduquer, de s'informer, et les coopérations. Alors, la formation que je suis se base sur ce texte-là. Donc on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Mais ce n'est pas la seule manière d'imaginer ce concept. Il y a aussi d'autres choses qui ont été testées, par exemple en Nouvelle-Aquitaine. Et puisqu'on parle de mots, c'est un peu le sujet aussi de la journée, les 10 mots. Donc je tenais à vous montrer un peu comment en Nouvelle-Aquitaine ils ont essayé de travailler sur le sens qu'on donne aux mots dans les dossiers de subvention, par exemple, qu'on rédige, dans les bilans, dans les programmes qu'on publie, etc. Et ça fait réfléchir. Pourquoi on parle de public ? Pourquoi on parle de personnes, d'offres culturelles, de besoins culturels ? Donc tous ces mots-là, tous ces tandems, création, liberté, démocratisation, débat, culture, faire humanité, tous ces mots-là disent quelque chose de notre projet, de la manière dont on l'a pensé, de la manière dont nous-mêmes nous avons nos références culturelles qui nous aident
qui nous mène à penser un projet d'une manière ou d'une autre. Alors, hop. En complément, donc, puisque je parlais tout à l'heure de débat, donc, ça engendre des débats qui peuvent être assez virulents, notamment autour de la création, puisque la création pose des questions philosophiques qui peuvent être formulées dans des controverses. Et donc la controverse est un autre outil qui nous est enseigné dans le cadre de cette formation Paideia. Et bon, vous avez ici 10 controverses, mais on pourrait passer 2 jours sur chacune. Donc l'œuvre, résultat versus processus. La sensibilité, explicitation du travail versus choc de l'œuvre. Comment il faut penser la médiation? Est-ce qu'il faut tout expliquer ou tout simplement laisser libre champ à l'expérience? Voilà, toutes ces questions-là, avec le créateur par exemple, le professionnel versus l'amateur. Toutes ces questions-là peuvent être posées à partir des droits culturels qui sont un formidable outil, à mon avis, pour la réflexion autour de sa pratique et concrètement pour imaginer des projets. Donc ça ne reste pas sur le domaine de la philosophie. Donc maintenant, le parcours que nous proposons, donc c'est dans le cadre du réseau Culture 21 qui nous forme, nous, 5 structures régionales, donc Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, Interstice, qui est l'association qui s'occupe de l'appel à projet culture et santé, le château de Goutelas, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans la Loire, c'est un centre culturel de rencontre. Les CCR, centres culturels de rencontre, ce sont des labels nationaux. Il existe une vingtaine de lieux en France. Ce sont des labels nationaux qui sont posés sur des lieux de patrimoine, des châteaux, des domaines, qui décident de mettre au cœur de leur projet de rénovation un projet culturel. Et du coup, c'est le cas du château de Goutelas qui a une thématique très marquée droit humain, puisque c'est un collectif d'avocats lyonnais qui ont décidé de rénover ce château et d'organiser un projet culturel à cet endroit-là. Et pour finir, l'Agence des musiques des territoires d'Auvergne, qui, par leur ADN, on va dire, sont très très intéressés par le sujet des droits culturels, puisqu'ils font beaucoup de collectage, un peu comme le CMTRA en Rhône-Alpes. Alors, pratique en chantier. Pourquoi pratique en chantier? Donc les mots sont importants, hein, toujours. Parce que pour nous, cela représente la possibilité de s'offrir des espaces-temps. Pour prendre du recul, pour analyser, sans jugement, sa pratique. Donc c'est plus un lieu d'analyse, de pratique, sans aucune injonction concernant les droits culturels. C'est une proposition que nous faisons à tous ceux qui veulent se prêter à cet exercice, de questionner leur pratique, mais sans aucune imposition concernant les actions à mener. Pour ceux qui souhaitent déconstruire leurs habitudes quotidiennes, leur manière de penser un projet, en se posant des questions très rapidement, il y a la règle des 5 pourquoi, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, en se posant 5 pourquoi sur la même question, on arrive souvent au cœur du problème qui nous travaille. Donc c'est vers là qu'on veut aller, vers la déconstruction de ses habitudes quotidiennes, même de sa relation à soi-même et aux autres dans le travail, à ses habitudes de travail en général. En partant des choses très concrètes, par exemple, donc, moi pour faire partie de cette formation Action, j'ai dû moi-même faire une analyse de cas concernant un projet spécifique, délimité dans le temps, où j'ai dû me poser des questions très basiques. Est-ce que dans la manière dont j'ai présenté le formulaire d'inscription, j'ai créé un espace où les personnes pouvaient s'exprimer concernant leur pratique culturelle, par exemple. Donc ce sont des questions très basiques qui peuvent toucher vraiment des choses concrètes. Voilà, donc il s'agirait, dans ce parcours qu'on propose, de questionner, de travailler, avant de penser différemment, et à chacun ensuite... Voilà, en fonction du contexte, de sa créativité, de ses valeurs, de s'en nourrir, voilà, sans aucun présupposé. Nous avons imaginé des temps en petits groupes et des temps en grands groupes sur l'année 2022. Bon, en fait, ça a commencé déjà en septembre de cette année, un petit groupe. C'est ce qu'on appelle, nous, le premier cercle. C'est un groupe que nous avons identifié par nos habitudes de travail,
avec 2 ou 3 personnes apportées par chaque structure, qui souhaitent s'impliquer un peu davantage, maîtriser cet outil d'analyse de cas dont je vous parlais tout à l'heure, et puis être plus présent dans la démarche. Et ensuite, on propose des temps en grand groupe où on peut mobiliser très largement des personnes venues de tous les secteurs, parce qu'en fait, c'est aussi la force du fait qu'on soit 5 et que nos secteurs soient vraiment différents. Donc on va vers la transdisciplinarité, on ne s'arrête pas au secteur culturel, le secteur de la santé, le secteur du social. Toutes les personnes qui souhaitent se questionner sur leurs pratiques sont les bienvenues. Et c'est là la vraie richesse de cette démarche, de ce que les droits culturels permettent. Voilà. Donc il y a ces temps en grand groupe qui peuvent mobiliser largement, qui ont à la fois un objectif de faire connaître les droits culturels, mais aussi de proposer les études de cas, puisque c'est le cœur du dispositif. Alors, donc, vous avez les dates. La prochaine date, donc grand groupe, c'est le vendredi 14 janvier à Villeurbanne, au RISE, une grosse journée dédiée aux fondamentaux. Donc, vous êtes tous, bien sûr, les bienvenus, sachant que la veille, il y a une formation de filigrane qui sont ici présents aussi, je pense, ils pourront vous en parler dans l'après-midi, j'ai vu, qui traite également des droits culturels. Donc il y a plein de résonances possibles. Voilà. Donc, juste pour vous montrer un peu à quoi ressemble une fiche de cas, une fiche d'analyse de cas. Alors, ça permet de prendre une action et d'analyser, d'écrire, de formaliser comment cette action selon nous, a pu permettre de respecter l'identité culturelle des participants et de même, d'ailleurs, même des organisateurs, des partenaires. Et tous ces points-là en lien avec les 8 droits. Voilà, donc voici nos contacts. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus tout simplement que c'est un sujet qui nous travaille et qu'on a envie de partager avec vous. Et on vous invite à nous rejoindre dans ce parcours. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, moi je voulais savoir pourquoi vous ne nous avez pas laissé regarder la vidéo jusqu'au bout, puisqu'en fait, moi j'ai travaillé avec eux sur le projet de cette vidéo, et je trouve vraiment intéressant aussi de voir comment les Belges ils vont jusqu'au bout de leur méthodologie, parce que souvent ils nous renvoient l'image qu'on est un peu, comment dire, toujours en démonstration de ce qu'on sait faire pour les Belges, les Français, et pour une fois, je dirais que ils sont assez en avance sur nous de ce côté-là, parce que c'est vrai que nous on l'a mis dans la loi NOTRe, le droit culturel, mais eux, ils le pratiquent vraiment, c'est-à-dire dans les centres culturels ou à Bruxelles, toute personne qui vient diriger un centre a l'obligation d'avoir déjà une bonne assise sur ces droits culturels. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Je vais lancer la vidéo. Pour compléter, oui, les centres culturels belges, la différence c'est qu'ils ont une sorte de charte. Voilà. Une charte qui a été mise en place pour tous les centres culturels qui parlent des droits culturels depuis un certain temps. Mais eux-mêmes, ils participent à cette formation Action qui réunit une dizaine de structures de toute la France et de Belgique, du coup. Mais eux-mêmes, ils se posent la question de la réelle mise en place de cette charte dans leur action au quotidien. Donc j'ai envie de dire, c'est un processus. Et je pense pas que ça soit des acquis, figés dans le marbre du côté des centres culturels belges. C'est vraiment un processus qui continue à mener. Et la différence, ça serait effectivement que ça soit inscrit dans une sorte de charte. C'est pour ça que c'est intéressant leur processus qu'il est inscrit. Et puis en plus, Paideia, il y a des rencontres nationales, enfin, vous avez sûrement participé déjà, et tous ceux qui sont présents ici peuvent aussi participer à ces rencontres. Moi, pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est très intéressant de voir les modus operandi qui sont différents suivant les territoires, parce que je pense que ça nous renvoie justement à toute cette histoire de droit et de diversité. Oui, donc ce qui se passe en ce moment, c'est que Paideia, donc Relais Culture 21, ils sont en train de former donc 10 équipes dans toute la France, dont nous, pour mettre en place des groupes locaux autour des droits culturels, et c'est Pratique en chantier, ce dont je vous parle. Donc ça se passe en ce moment dans toute la France, à l'impulsion de Relais Culture 21. Donc c'est exactement ces rencontres Paideia dont vous parlez, c'est ce que nous, on essaye de mettre en place l'année prochaine, en
en Auvergne-Rhône-Alpes. Et je lance la vidéo, du coup. Très bonne remarque. Artistes, des citoyens, des pouvoirs publics, des associations et des collectifs. Ils parlent du monde dans toute sa beauté, sa complexité et sa diversité, sans craindre des sujets qui touchent et qui peuvent fâcher. Les centres culturels sont des lieux de rencontre, de découverte, de réflexion, d'expérimentation, d'émancipation et de participation. Faire vivre les droits culturels, c'est approfondir et renouveler nos façons de vivre ensemble. C'est reconnaître, respecter et renforcer la dignité de chaque personne. Cela nous concerne toutes et tous et ne pourra se faire qu'avec vous. Au final, il y avait une petite phrase qui parlait un peu plus de ça, mais si vous allez sur le site des centres culturels belges, vous allez pouvoir lire cette charte qu'ils ont mis en place. D'autres questions, réactions? J'arrive. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu Paideia et la méthode Paideia? Oui, alors la méthode Paideia, je suis peut-être allée un peu vite sur cette méthode-là. C'est la méthode qui elle est autour de l'analyse de cas. Ils ont mis en place une sorte de fiche qui permet de prendre une action qu'on a menée, qui est délimitée dans le temps, donc qui a eu lieu, qui est finie. Une action qui ne soit pas un programme, donc qui soit vraiment une action, une partie d'un programme, on va dire. Donc on ne va pas dire, par exemple, l'émission de l'agence du livre en termes d'accompagnement des professionnels, c'est trop vaste. Il faut vraiment prendre un exemple. Par exemple, moi j'ai analysé le laboratoire du préacte littérature que j'avais mis en place, qui a consisté en 3 rencontres avec des acteurs culturels pour permettre l'organisation d'une journée professionnelle. Donc prendre une action et analyser, donc se poser des questions. Comment, par la manière dont j'ai organisé cette action, par la manière dont je l'ai mise en place, j'ai été respectueuse des droits culturels des personnes qui ont participé à cet événement ou à cette action, qui l'ont organisée, ou toute personne qui a touché de près ou de loin cette action que j'ai menée. Donc ça va très très loin, parce que ça peut même mettre en question la gouvernance d'une association. Une association qui porte un projet. Pourquoi on organise les journées professionnelles de la manière dont nous les organisons actuellement? Ça, c'est une problématique qui m'est propre. Vous, ça sera d'autres sujets, je pense, qui pourront vous travailler. Pourquoi, au lieu d'organiser une journée où les sujets viennent des participants, c'est nous qui imposons le sujet? Et quels sont les espaces d'expression dans le cadre d'un événement qu'on laisse aux participants? Par exemple, est-ce qu'il y a un mur où chacun puisse s'exprimer, puisque dans une plénière, pas tout le monde pourra prendre la parole. Est-ce qu'il y a un temps d'échange de parole à la fin d'une présentation? Des choses très concrètes qui font qu'en se référant à ces 8 droits culturels, donc peut-être que je reviens sur les 8 droits, ça vous permettra peut-être de mieux comprendre. Donc comment choisir et respecter l'identité culturelle des personnes, comment laisser la place à l'expression de la diversité, toutes ces questions-là ce sont des droits que nous pouvons questionner dans notre activité. Voilà. L'étude de cas, en fait, ce qui est intéressant avec cette étude de cas, c'est que donc ça permet de formaliser par écrit. Nous, ce qu'on va proposer dans le cadre de pratique en chantier, c'est des temps d'échange à l'oral, parce qu'on sait que l'écrit, ça peut être rebutant. Je sais que moi, personnellement, ça m'a pris quelques semaines de finaliser cette fiche, donc c'est pas un travail facile, c'est un travail qui te sort de ton quotidien, qui doit te permettre d'être en immersion complète dans un... Voilà, il faut pas que tu aies d'autres sollicitations qui t'empêchent de réfléchir à ça. Donc l'écrit met une barrière. Nous, ce qu'on va proposer pendant ces 6 rencontres de la démarche, ce sont des temps d'échange en collectif. Donc des petits ateliers de 10 personnes
où une personne choisit de présenter un cas, elle essaye de l'analyser par le prisme des droits culturels, et ensuite il y a un échange avec le groupe qui se permet de poser des questions de compréhension pour permettre à la personne d'aller encore plus loin dans son analyse. Tout restant très confidentiel, hein, bien sûr. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a la possibilité d'écrire l'étude de cas et de nous l'envoyer, puisque dans la méthode Paideia, il y a un temps qui est très important, c'est l'aller-retour entre la personne qui écrit le cas et un regard extérieur. Donc une fois qu'un premier jet est écrit, il peut être envoyé, on réagit sur chaque question, on pose des questions pour aller encore plus loin dans la réflexion. Et ça, c'est très riche. D'autres méthodes Paideia, parce que la méthode Paideia, c'est l'analyse de cas, mais d'autres méthodes Paideia sont par exemple les controverses, dont je parlais tout à l'heure. C'est une méthode de débat, tout simplement, où chacun prend parti et caricature un peu une posture professionnelle. Par exemple, moi je défends que l'œuvre, ça doit être le résultat. Celui devant moi va défendre que non, l'œuvre doit être le processus par lequel on arrive à créer. Et du coup, en confrontant ces deux points de vue par un système dialectique, on arrive à essayer de dépasser cette controverse. Donc c'est une méthode de débat, tout simplement. Et il y a d'autres méthodes de ce type-là que nous, on va tester l'année prochaine dans le cadre de ces rendez-vous-là, où il y aura des intervenants mieux placés que moi pour parler des droits culturels, donc ils viendront avec leurs expériences et leurs connaissances, et des temps d'ateliers participatifs où chacun est invité à questionner sa pratique. Donc c'est vraiment pour ceux qui ont envie de se poser des questions sur pourquoi ils font les choses, comment ils le font. Je vais aussi rajouter qu'on peut citer Patrice Meyerbeach, qui est quelqu'un qu'on avait rencontré avec la caravane même de journée régionale il y a très longtemps, hein, qui a fait partie de la Déclaration des droits de Fribourg, qui travaille toujours dessus. Vous avez la Déclaration des droits de Fribourg, c'est intéressant aussi à lire. Et puis après, la question que je me pose, moi, c'est pourquoi en France, par exemple, les écoles d'art ne sont pas sensibilisées à ces droits culturels, parce que moi je pense que c'est dans la formation initiale, c'est très important de comprendre, c'est une nouvelle démarche hein, qui est mise en pratique. Et puis après, il y a aussi tous nos interlocuteurs, c'est-à-dire les différents ministères, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Culture, mais aussi le ministère de l'Intérieur, la politique de la ville, enfin, etc. Je pense qu'il est essentiel que si les acteurs se mobilisent, il faut aussi que le pendant de l'État, hein, c'est-à-dire nos interlocuteurs, aient aussi cette sensibilité des droits culturels, parce que sinon, ça veut dire que nous, on se remet en question dans une certaine mesure, et quand on propose nos projets, ben, ils ne sont plus tout à fait en relation avec les appels à projets des différentes institutions ou de l'État, parce que voilà, nous, on a une nouvelle démarche, une nouvelle pratique, en lien avec nos concitoyens, mais les référents de l'État ou des collectivités ne sont pas en phase avec ça. Donc, du coup, c'est une question qu'on se pose depuis 2007, hein, depuis que moi j'ai rencontré Patrice Meyerbeach, voilà, même un peu avant, et il y a quand même, ça fait 15 ans, un peu plus. On peut se poser des questions hein, là-dessus. C'est pour ça que c'est ouvert au débat. Vraiment, c'est ensemble. Alors, les choses commencent petit à petit à faire leur place dans les ministères. Donc, il y a une nouvelle direction créée l'année dernière qui est chargée des droits culturels dans le cadre du ministère de la Culture. Donc déjà, ça c'est un pas important. Démocratisation, ouais, et de la démocratisation. Les mots sont importants, hein, mais... oui, Perrine, si tu veux compléter par rapport à ça. Non, ce que tu dis est vrai, mais j'ai pas le sentiment que ce soit quelque chose qui soit nouveau, en fait. La structure, cette délégation a été créée, mais pour donner pour formaliser une action qui existait déjà au sein du ministère. Moi, je pense que le dialogue entre l'État, les collectivités territoriales et les structures associatives est indispensable, en fait, pour co-construire, parce que l'État ne fait pas tout. C'est-à-dire, on voit bien qu'on impulse une politique, mais après, c'est pris en main par tout un chacun sur le terrain, en fonction des talents et en fonction des territoires. Mais je pense que le dialogue fait la co-construction.
Oui, et c'est un peu... Donc nous, on invite également les membres des collectivités et des politiques publiques à rejoindre cette démarche, puisque effectivement, c'est cette diversité et ce dialogue qui peut faire permettre l'avancement des choses. Concernant les écoles d'art, donc c'est pareil, ce sont des choses à se mettre en place petit à petit, et c'est pas un changement de paradigme pour moi, c'est quelque chose qui se rajoute à une réflexion qui vient du long cours et qui évolue avec nos petites individualités, chacun à son endroit. Et c'est un sujet très politique. C'est un sujet très politique. Donc, mais en même temps, nous, on essaye de défendre plutôt l'auto-analyse comme étant le fil conducteur qui permet peut-être de porter ces débats sereinement, tout en se donnant comme objectif l'auto-évaluation et l'évolution de nos pratiques. Puisque, au-delà de toute question politique, c'est ça l'objectif final, de comment nous et le monde arrivons à évoluer en se posant les bonnes questions. Juste une remarque, puisqu'il s'agit de droit. Quand on parle de droit, la dimension technique et pas politique du sujet est déjà posée. D'autant que quand même ce droit est reconnu de manière très globale, même si ce n'est générique, au niveau effectivement de la Constitution et puis d'ailleurs de la Déclaration des droits de l'homme. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. La deuxième chose, pour déconnecter le niveau technique et le niveau politique, il va de soi que, comme on dit en droit, les droits sont quérables. Ça veut dire quoi? Que le citoyen doit aller les chercher. Donc ce sont des droits qui sont définis. Maintenant, la dimension de l'acquisition est une haute difficulté. Il me semble que pour gagner effectivement, en tout cas pour infuser et diffuser ces droits, il y a une chose qui serait, à mon avis, je dirais, en tout cas, ça mériterait peut-être de la tenter, cette chose-là, c'est que, dans les appels à projets, qu'il y ait une dimension transversale de ces droits. 2, ça permet en termes d'indicateurs d'évaluation de voir comment les appels à projets, ou plutôt les projets qui sont proposés, justement, se sont appropriés cette dimension des droits culturels. Encore faudrait-il qu'il y ait suffisamment d'informations et de formation, et ça, je crois qu'à ce niveau-là, il faut penser tout de suite que cette formation, ou en tout cas cet accès au droit, puisse avoir une dimension, puisse provenir, il me semble, d'une démarche d'information et de formation, ça veut dire, dans les écoles, dans les lieux culturels, mais aussi avant de parler d'un sujet d'intégration entre acteurs, plutôt se poser vraiment la question de comment, accéder à ces droits, 2, la diffusion, 3, la formation. Et bien évidemment, dans les appels à projets, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il me semble qu'à un niveau, si on veut vraiment savoir si les acteurs se sont appropriés la démarche, encore faudrait-il pouvoir évaluer cette acquisition. Et il me semble que la dimension transversale de ce sujet-là devrait infuser les appels à projets dans lesquels on devrait retrouver peut-être la manière dont les uns et les autres se sont appropriés. Est-ce suffisant, est-ce pas suffisant? Après, c'est une autre dimension. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les droits culturels, c'est des droits humains qui devraient infuser toutes les politiques et qui devraient être présents en transdisciplinarité sans aucune différence, puisque si on parle de droit au logement, de droit à l'alimentation, il y a une culture qui est derrière tous ces éléments-là de la vie quotidienne des personnes. Donc c'est porteur de culture de parler de logement, d'alimentation, de droits sociaux aussi, etc. Après, nous, on agit à notre niveau, et notre niveau, c'est celui de la formation, c'est celui de l'information, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place à notre échelle, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et en transdisciplinarité, puisque nous travaillons avec 5 structures, du coup, je les redonne ici, régionales. Et nous, on va essayer de mobiliser notre premier cercle, notre deuxième cercle, et pourquoi pas, grâce à vous et grâce à tous ceux qui pourraient en parler autour d'eux, encore un 3e cercle de personnes encore plus éloignées de nos disciplines à nous. Parce que quand on parle de transdisciplinarité, là, actuellement, on va avoir spectacle vivant, livre et lecture, culture et santé, et musique, mais ça ne va pas forcément au-delà. Mais nous, on aimerait bien avoir des personnes qui viennent du champ social, des personnes qui viennent du champ de l'insertion, et c'est vraiment là la richesse et le pari. Si on réussit ça, c'est qu'on réussit déjà une partie de la mission qu'on s'est donnée, à notre échelle. Et après le temps des rencontres prévues, là, fin décembre 2022,
il est prévu un bilan de cette formation et de ces séances de travail? Nous, on prévoit une suite. Donc on prévoit un bilan, bien sûr, mais surtout une suite. Pour nous, la rencontre numéro 6, c'est pas la fin de l'aventure, c'est surtout le début de la suite. Et tout l'enjeu de l'année prochaine, c'est d'arriver à mobiliser des idées, une intelligence collective qui nous permet de trouver la bonne forme de cette suite. Parce qu'on se pose des questions. Déjà, nous, à l'échelle des agences, ça a été compliqué de se dire comment faire pour que ça soit à la fois ouvert à tous, mais en même temps que ça permette un travail en profondeur. Comment faire pour que chaque personne qui rejoigne ce parcours à un moment donné, par exemple juste sur la rencontre 3 ou 6, puisse quand même comprendre la démarche sans devoir suivre toutes les rencontres. Donc c'est vraiment des questions que nous on se pose sur la démarche globale, et donc c'est ces questions de la suite qu'on va se poser tout au long de l'année prochaine avec les participants à ces rencontres. C'est une chose qu'on va poser sur la table pour recueillir des idées qui viennent des participants. Par exemple, en petit groupe, si vous avez envie de rejoindre le petit groupe qui réfléchit à toutes ces choses-là, ça pourrait être le sujet de discussion d'une des rencontres. Comment pérenniser la démarche? Au-delà, parce que souvent les démarches, les sujets sont des questions de personnes. Si par exemple, à l'Agence du Livre, je ne travaille plus à l'Agence du Livre en 2023, qui va porter ce sujet? Ce sont des questions de pérennité qui se posent et qui doivent dépasser la question des personnes. Et comment y arriver, c'est complexe. Donc on a besoin de vos idées. Si vous savez, voilà, pour moi, une piste, ça serait la démultiplication des points de connaissance de ces méthodes. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu du mal avec le comité de pilotage sur cette question, parce que c'est une question qui s'est imposée d'elle-même, en discutant entre nous et avec le soutien de Michel Knebulert, qui d'ailleurs ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on s'est dit que plutôt que de consacrer une journée, une bonne fois pour toutes, un peu seulement théorique à cette question, il fallait peut-être que nous, à l'intérieur du comité de pilotage, on poursuive aussi, à chaque rencontre, à chaque action nouvelle, qu'on poursuive un petit peu la réflexion autour de cette question et l'action aussi, surtout, les actions aussi, la pratique. Parce que c'est ça qui m'a plu quand tu nous as proposé l'intervention, c'est que ça s'appelle pratique en chantier, et je pense que pour nous ça a toujours été très important de lier la théorie à la pratique, en tout cas au niveau du comité de pilotage régional. Des pratiques enchantées. Ah, faut voir. Je tiens juste maintenant à chercher peut-être la page qui parle de ce dispositif sur le site de l'agence. En fait, les 5 personnes qui organisent cette démarche, donc sur les 5 sites des 5 structures, il y a un onglet. Donc moi, c'est dans Action culturelle, Droit culturel. Et alors là, vous avez un peu l'explication. Donc si vous avez envie de vous plonger un peu, et peut-être que c'est mieux expliqué à l'écrit que ce que moi je peux expliquer, donc allez voir. Donc effectivement, les mots ne sont pas choisis par hasard. Pratique, très important pour nous, et pratique au pluriel, donc le choix du pluriel est conscient. Voilà. En chantier, parce qu'on se rend bien compte que ça va bousculer des choses, mais que ça ne sera pas forcément fini. Donc il y aura une déconstruction, possiblement aussi une construction, mais c'est un work in progress, on va dire. L'analyse de cas, voilà, je vous ai expliqué. Et parcours, effectivement, c'est comme je vous ai expliqué, parce que ça doit être sur le long terme. Ce sont des choses qui disons, ne germent pas sur une seule journée de rencontre, comme tu disais Thierry. Une seule journée, ça ne suffit pas pour essaimer ces idées-là. Il faut que ça soit une idée qu'on garde en tête tout du long. Et moi, je suis vraiment preneuse. Si vous avez envie au sein du comité de pilotage de porter ces sujets, d'en parler plus longuement avec vous. Oui, il y avait aussi Culture pour tous qui a fait ça pendant 6 ans. Donc du coup, quid des résultats, la personne qui a remplacé n'avait pas les compétences culturelles, donc du coup, c'est reparti pas à zéro, mais enfin, ça, voilà. Vous le dites vous-même, si vous partez
de l'agence, et qui c'est qui va suivre, on ne sait pas. Et en fait, c'est ça l'histoire des droits culturels. C'est pour ça que l'exemple de la Belgique, même si c'est des Belges, c'est intéressant, parce que du coup, c'est inscrit. Non, mais j'aime bien l'humour. Hein. C'est parce que justement, ça s'inscrit dans la pratique du quotidien d'une structure. Là, on est au fil, par exemple. Qui, au fil, va s'occuper de cette problématique, etc. C'est-à-dire que si c'est une injonction dès le départ, et c'est pour ça que dans la formation initiale, y compris dans les métiers des arts et de la culture, c'est important, parce que sinon, par exemple, un créateur, on l'a vu avec Thierry dans l'anniversaire du ministère de la Culture l'année dernière, c'était il y a 2 ans, au Louvre, où il y avait des gens très, très reconnus, hein, comme Ariel Mouchkine, etc., qui étaient vent debout un peu sur cette histoire des droits culturels tels qu'ils étaient présentés, parce que effectivement, elle disait, moi j'ai inventé d'une certaine façon la pratique des droits culturels. Or, la démonstration fait est que pas tout à fait. On ne parle pas de la même chose en fait. Voilà, on ne parle même pas du même sujet. Donc, les mots sont importants. Et oui, et donc du coup, c'est pour ça que si les mots sont importants, mais que les personnes changent régulièrement, bah, la transmission se fait moins bien. Et donc du coup, c'est le public, donc les droits, qui sont encore une fois remis en question. C'est ça la grosse problématique de ces droits culturels de Fribourg, c'est comment les mettre en pratique sur un territoire, en sachant qu'il n'y a qu'une partie du territoire qui est en réflexion et en concertation là-dessus. L'autre ne l'est pas, puis après ça rechange. Alors nous, on essaye d'avoir une logique régionale déjà. Après, moi, je me méfie de toute injonction, parce que je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans le terrain où les droits culturels deviennent une injonction. C'est vraiment une chose dont je me défends, en fait. J'ai pas envie que ça tombe dans le sectarisme, entre guillemets, et que ça devienne une lettre morte dans une charte des centres culturels belges, mais dans les faits, est-ce que c'est vraiment mis en place? Donc il faut garder cette lettre morte vivante. Et c'est surtout là, à cet endroit-là, et dans la multiplicité des acteurs qui forment la société, que les choses vont perdurer. Donc c'est pas la responsabilité d'une personne de Culture pour tous qui pendant 6 ans a fait la démarche, c'est la responsabilité de tous ceux qui ont bénéficié de cette démarche de poursuivre ces enseignements. Parce que forcément on est humain, les tragédies sont multiples, donc on pourra pas désigner une personne référente pendant 80 ans des droits culturels et puis se limiter à ça et se référer à cette personne. C'est des choses que nous-mêmes nous mettons en place et chacun a sa propre responsabilité par rapport à ses valeurs et ses envies. Et sans injonction surtout, parce que je ne veux pas que ça devienne une injonction. Ça deviendra le contraire en fait de ce qu'on a envie de mettre en place si c'est une injonction. D'autres interventions? Alors on poursuivra le chantier avec la formation des arpenteurs et de filigranes cet après-midi. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je suis là pour toute question. On pourra poursuivre au moment après le repas.